Il existe une forme d'intelligence que personne ne t'a jamais vraiment enseignée. Pas celle des diplômes, pas celle des réponses rapides, pas celle qui impressionne dans une pièce. Une intelligence plus silencieuse, plus rare, plus redoutable. Celle qui se voit dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. Celle qui se voit dans ce que tu refuses de faire quand on essaie de t'y pousser. Dans ce livre audio, je vais te parler de cette intelligence-là. Pas pour te rendre brillant aux yeux des autres, pour te rendre difficile à diriger, difficile à manipuler, difficile à déstabiliser. Bienvenue sur Succès Livre Audio. Chapitre 1. La discipline de la lucidité. L'intelligence est souvent mal comprise. Beaucoup la confondent avec ce qu'on sait, avec la vitesse à répondre, avec l'aisance à parler, avec l'impression qu'on laisse dans une pièce. Pourtant, l'intelligence qui change vraiment une vie est plus discrète. Elle se manifeste surtout dans ce que tu fais quand personne ne te regarde et dans ce que tu refuses de faire quand on essaie de t'y pousser. Il y a un instant précis, et tu le reconnaîtras quand il reviendra, où ta trajectoire bascule pour une raison ridicule. Une réaction trop rapide, une phrase envoyée trop tôt, un oui lâché pour éviter un malaise, une décision prise pour calmer une émotion, pas pour protéger ton avenir. Je te parle de ce point de bascule parce qu'il ne ressemble à rien, aucun drame, aucun grand bruit. Et pourtant c'est là que les esprits intelligents perdent le contrôle sans s'en apercevoir. Devenir dangereusement intelligent n'a rien à voir avec paraître brillant. C'est devenir stable là où les autres deviennent prévisibles. C'est garder ton jugement intact quand le stress, l'orgueil, la peur ou l'urgence cherchent à te voler la main. C'est une forme d'avantage qui ne dépend ni de ton diplôme, ni de ton charisme, mais d'une seule chose. Ta capacité à te maîtriser avant de vouloir maîtriser le monde. L'idée centrale est simple et elle dérange parce qu'elle enlève toutes les excuses. L'intelligence sans maîtrise de soi est instable, elle fuit, elle se retourne contre toi au pire moment. Tu peux avoir des idées rares et les saboter en 1 minute. Tu peux comprendre les gens et te laisser manipuler par ton besoin d'être apprécié. Tu peux être compétent et te faire marcher dessus parce que tu réagis à chaque pression comme si elle était légitime. La première preuve d'intelligence n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu contrôles en toi. Je ne te parle pas d'être froid, je te parle d'être propriétaire de ton comportement. Observe ce qui ruine la plupart des trajectoires. Ce n'est pas l'incompétence, c'est le manque de retenue. Un message répondu sous irritation, une négociation acceptée sous urgence, une relation abîmée par un mot de trop, une dépense faite pour apaiser un vide, une promesse donnée pour rester bien. Tout ça n'est pas un manque de cerveau, c'est un manque de pause. Cette pause, ce petit espace entre ce qui arrive et ce que tu fais, c'est là que vit la lucidité. Et c'est là que tu commences à devenir dangereux, au sens exact du terme, difficile à diriger. Je te donne une histoire sans glamour. Un garçon brillant, rapide, exactement le type qu'on remarque. Il décroche un poste au-dessus de son niveau. L'entreprise est intense, les délais serrés, l'ambiance compétitive. Il veut prouver qu'il mérite sa place. Très vite, son manager le teste. Rien de frontal, des demandes tardives, des changements de priorité à la dernière minute, des remarques ambiguës, juste assez pour le faire douter. Le garçon réagit comme réagissent les ambitieux qui veulent être irréprochables. Il répond immédiatement, il explique. Il s'excuse quand il n'a rien fait. Il travaille plus pour compenser une pression qui n'avait pas à être acceptée. Il pense qu'il construit sa réputation. En réalité, il construit une habitude chez l'autre. Il cède. Et quand quelqu'un apprend que tu cèdes, il ne négocie plus avec ta compétence. Il négocie avec ta peur de perdre. Un soir à 22h, un message tombe. « J'ai besoin de ta réponse ce soir. » Il répond en 2 minutes sans vérifier si c'était vraiment nécessaire. Le lendemain, même scénario. Puis ça devient normal. Il n'a pas perdu son salaire, mais il a perdu son tempo. Et perdre ton tempo,
c'est perdre une partie de ta liberté mentale. La prise de conscience ici est froide. Le monde ne te vole pas toujours par attaque directe. Il te presse en te provoquant, en te flattant, en te rendant urgent. L'esprit réactif est une ressource gratuite pour les autres. L'esprit maîtrisé leur impose une friction. Et cette friction protège. Deuxième prise de conscience. Tes émotions sont des informations, pas des ordres. La colère signale une limite franchie. La peur signale un risque réel. L'enthousiasme signale une opportunité. Mais aucune de ces émotions ne devrait décider à ta place. Elle informe. Toi, tu décides. La différence entre un esprit réactif et un esprit maîtrisé ne se voit pas dans les grandes crises. Elle se voit dans les petits instants quotidiens, dans la façon dont tu réponds à un message irritant, dans la façon dont tu gères une remarque piquante, dans la façon dont tu résistes à une urgence artificielle. Pour développer cette discipline de la lucidité concrètement, il ne s'agit pas de méditation abstraite. Il s'agit de règles simples appliquées avec constance. La règle de la pause. Avant toute réaction importante, tu t'accordes un espace. 10 secondes, 10 minutes, parfois 10 heures selon l'enjeu. Pas pour paraître réfléchi, pour redevenir stratégique. La règle de la question. Avant d'agir, tu te demandes une chose simple. Est-ce que je réponds à la réalité ou à ma perception de la réalité? Souvent, ces deux choses ne sont pas la même. La règle du coût. Avant de céder à une pression, tu calcules rapidement ce que ça va te coûter sur le long terme. Pas juste ce que ça t'apporte sur le moment. Ces règles paraissent simples, elles le sont. Ce qui est rare, c'est de les appliquer de manière régulière, surtout quand tout en toi veut réagir, défendre, prouver. C'est là que se sépare celui qui comprend l'intelligence de celui qui la vit. La lucidité a aussi un coût social que peu de gens anticipent. Quand tu commences à ne plus réagir comme prévu, certaines personnes seront déstabilisées. Elles attendent ta réaction pour se situer. Elles se nourrissent de ta prévisibilité. Quand tu retires ça, elles insistent, elles cherchent, elles testent. Et dans ces tests, tu apprends qui tu avais vraiment en face. Pas les gens qu'ils prétendaient être, les gens qu'ils sont quand ils ne peuvent plus te prévoir. C'est un apprentissage douloureux parfois. Certaines relations ne survivent pas à ta lucidité. Pas parce que tu es devenu froid, parce qu'elles reposaient sur ton manque de discernement. Et perdre ces relations, même si ça fait mal sur le moment, est souvent le signe que tu avances dans la bonne direction. La discipline de la lucidité, c'est aussi apprendre à distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui ne le mérite pas. L'esprit non entraîné traite tout comme urgent. Le message en attente, la remarque passive-agressive, l'opinion non sollicitée, la critique vague. Tout ça absorbe de l'attention, de l'énergie, du temps. Et tout ça détourne de ce qui construit vraiment une vie. L'esprit discipliné, lui, fait un tri constant. Il ne répond pas à chaque signal. Il ne s'explique pas à chaque doute. Il ne court pas après chaque approbation. Il économise son attention pour ce qui produit des résultats réels, des décisions solides, des relations stables, des actions alignées avec ses objectifs. Je te laisse avec une question que tu peux porter quelques jours sans lui trouver de gré. Réponse immédiate. Dans quel moment de ta journée est-ce que tu réagis au lieu de décider? Pas dans les crises, dans les petits moments ordinaires, un silence trop long, un message sans réponse, une réunion qui tourne, un plan qui change. Là, précisément là, est l'endroit où ta lucidité est testée. Et là, précisément là, est l'endroit où tout commence. Ce chapitre ne se referme pas sur une conclusion, parce que la lucidité n'est pas une idée à comprendre, c'est une posture à habiter. Et tu vas être testé très vite. Si tu veux un geste discret, fais-le dès aujourd'hui. La prochaine fois que tu ressens l'envie de répondre immédiatement à quelque chose qui te pique, attends. Pas 1 heure, 10 minutes. Observe ce qui se passe en toi, puis décide. Pas réagis, décide. La différence entre ces deux mots,
et la différence entre deux vies. Chapitre 2. Le bruit te rend docile. Tu scrolles, tu lis, tu écoutes, tu accumules. À la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir appris. Mais ton esprit est lourd, flou, irritable. Et surtout, tu n'as rien décidé de solide. C'est un état étrange. Beaucoup d'informations, peu de direction. On s'habitue à ça au point de croire que c'est normal. Pourtant, c'est exactement comme ça qu'un esprit devient manipulable. Pas par manque d'intelligence, par surcharge. Un cerveau saturé cherche du confort, pas de la vérité. Il cherche une conclusion rapide, pas une compréhension. Il veut réduire l'inconfort de l'incertitude le plus vite possible. Et dans cet état, il accepte n'importe quelle réponse qui soulage, même si cette réponse est fausse, partiale ou construite par quelqu'un d'autre pour te guider quelque part que tu n'as pas choisi. L'idée centrale de ce chapitre est simple. Penser est une action. Consommer ne l'est pas. Et tant que tu confonds les deux, tu restes dépendant de ce que les autres te servent. Tu peux avoir accès à tout et rester pauvre mentalement. Parce que la richesse mentale ne vient pas du volume, elle vient du traitement. La majorité des gens vivent comme des entrepôts. Ils stockent, ils savent, ils ont des opinions prêtes. Mais leur tête n'est pas un atelier. Elle ne transforme pas, elle ne relie pas, elle ne teste pas. Alors leur intelligence ressemble à un décor. Ils parlent bien, ils citent, ils répètent, puis ils tombent dans les mêmes pièges. Mauvais timing, mauvaise personne, mauvaise décision, mauvaise dépense. L'époque est pleine de gens informés qui vivent mal. Ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Première prise de conscience secondaire. L'information peut être un narcotique. Elle donne l'impression de progresser tout en évitant l'effort réel. Choisir, trancher, assumer. Lire une analyse économique peut te donner une sensation de contrôle. Mais si derrière tu ne changes rien à tes dépenses, à tes habitudes de travail, à tes décisions d'investissement, tu n'as pas gagné de pouvoir. Tu as juste acheté une sensation. Même chose avec les relations. Comprendre comment fonctionnent les gens ne sert à rien si tu continues à te laisser aspirer par la culpabilité, par la peur de déplaire, par d'urgence émotionnelle. Penser, c'est créer une distance, c'est refuser la réaction immédiate, c'est accepter de ne pas avoir d'avis pendant un moment. Et cette capacité, aujourd'hui, est rare. Rare, donc précieuse. Deuxième prise de conscience secondaire. Ton esprit n'est pas un tribunal, c'est un laboratoire. La plupart jugent trop vite, ils veulent classer. Bon, mauvais, vrai, faux, dangereux, rassurant. Ça soulage, mais ça rend aveugle. Un laboratoire fait autre chose. Il observe, il pose des hypothèses, il teste, il compare, il attend. Les esprits dangereusement intelligents ne sont pas plus cyniques, ils sont plus méthodiques. Ils savent qu'une idée séduisante peut être fausse, qu'une idée inconfortable peut être juste. Ils savent aussi qu'une idée peut être vraie dans un contexte et toxique dans un autre. Ce niveau de finesse ne vient pas d'un don, il vient d'une discipline. Ralentir le jugement pour augmenter la précision. Troisième prise de conscience secondaire. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes questions, pas de la quantité de tes réponses. Les réponses ferment, les questions ouvrent. Mais pas n'importe quelle question. Les questions qui t'évitent le spectacle mental. Quand tu te sens bloqué, au lieu de demander comment faire plus, demande ce qui te disperse. Quand tu te sens pressé, au lieu de demander ce que tu dois répondre, demande à qui profite ta vitesse. Quand tu te sens humilié, au lieu de demander comment remettre l'autre à sa place, demande ce que tu dois protéger ici. Ton ego ou ta position. Tu vois le mouvement, tu reprends le centre, tu redeviens décideur. Je te raconte une histoire simple, mais elle revient souvent. Un homme gagne mieux sa vie pour la première fois. Il se sent enfin en avance. Il découvre les investissements, les cryptos, les actions, les promesses de rendement. Il s'abonne à tout, newsletter, vidéos, groupes, analyses.
Chaque semaine, une nouvelle certitude. Il ne pense pas, il change d'avis. Il appelle ça apprendre. En réalité, il se fait balayer par le bruit. Il achète quand ça monte, il vend quand ça baisse, il panique quand un expert crie au danger, il se rassure quand un autre promet le paradis. Résultat, perte, stress, honte silencieuse. Pas parce qu'il est stupide, parce qu'il n'a pas de système de pensée, il n'a que des stimuli. Quand je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, il a répondu « Je voulais être sûr ». Voilà le piège. La surcharge d'informations n'apporte pas la certitude, elle amplifie l'anxiété. Parce que plus tu consommes, plus tu réalises tout ce que tu ne maîtrises pas. Et cette anxiété te pousse à chercher encore plus de contenu, c'est une boucle. Pour en sortir, il a fallu un geste presque insultant par sa simplicité. Réduire ses sources, ralentir ses décisions et écrire. Écrire ce qu'il croit, ce qu'il fait, pourquoi il le fait et à quelles conditions il change d'avis. L'écriture l'a forcé à devenir cohérent. Pas brillant, cohérent. Et la cohérence, en finance, en relations, en carrière, vaut souvent plus que la brillance. Une deuxième histoire, plus sociale. Une jeune femme très intelligente, très sensible, très rapide. Elle lit les gens, elle anticipe, elle devine. Et souvent, elle se trompe. Pas parce qu'elle manque d'intuition, parce qu'elle comble les vides trop vite. Un message froid devient une attaque, un silence devient un rejet, un retard devient un manque de respect. Elle réagit, elle se tend, elle modifie son comportement, elle punit ou elle s'explique. Et peu à peu, les relations deviennent lourdes. Quand on a regardé ensemble, le problème était toujours le même. Elle ne laissait pas le temps aux faits d'apparaître. Elle préférait une interprétation douloureuse à une incertitude neutre. Parce que l'incertitude la rendait anxieuse. Ce jour-là, elle a compris quelque chose d'essentiel. Penser, ce n'est pas remplir. Penser, c'est supporter un vide assez longtemps pour que la réalité se précise. Un esprit dangereux sait attendre. Il ne se précipite pas pour se rassurer. Maintenant, concrètement, à quoi ressemble apprendre à penser au quotidien sans devenir paralysé? D'abord, tu choisis ton alimentation mentale comme tu choisirais ton alimentation physique. Tu peux manger toute la journée et être faible. Tu peux manger moins et être solide. Le volume ne fait pas la force. La qualité et la digestion la font. Ensuite, tu installes une règle. Après chaque contenu important, tu produis quelque chose. Une note, une décision, une hypothèse, une action. Sinon, tu n'as pas appris. Tu t'es diverti en te donnant l'illusion d'être sérieux. Puis tu travailles ta lenteur. Pas la lenteur molle, la lenteur. Stratégique. Celle qui te fait poser 3 questions avant de répondre. Celle qui te fait dire « je reviens vers toi » au lieu d'offrir ton tempo au premier message pressé. Celle qui te fait refuser de décider quand ton corps est agité. Ton cerveau pense mieux quand ton système nerveux est calme. C'est simple, mais c'est vrai. Enfin, tu protèges ta capacité à ne pas savoir. C'est une force. Peu de gens la supportent. Ils préfèrent avoir tort avec certitude que d'attendre avec lucidité. Toi, tu dois devenir capable de rester quelques heures, parfois quelques jours, sans conclusion finale. Le temps de voir les conséquences, les signaux faibles, les incohérences. Le bruit autour de toi ne va pas diminuer, il va augmenter. Les plateformes sont conçues pour ça. Les opinions sont conçues pour ça. L'urgence informationnelle est conçue pour ça. Tout est fait pour que tu réagisses vite, que tu te positionnes vite, que tu consommes vite. Et pendant que tu fais ça, tu ne penses pas. Tu te positionnes, tu t'agites, tu te crois informé. Mais tu n'as pas décidé une seule chose de solide de toute la journée. Le vrai avantage mental ne vient pas d'avoir plus d'informations que les autres. Il vient d'avoir plus de clarté que les autres. Et la clarté ne se trouve pas dans un flux de contenu. Elle se trouve dans le silence volontaire après le contenu. Dans l'espace que tu crées pour traiter, relier, tester. Une question rare,
et tu peux la laisser dans l'air. Qu'est-ce que tu consommes chaque jour qui te donne l'impression d'avancer, mais qui en réalité te maintient dans un état d'agitation? Ne réponds pas vite. Tu n'as pas besoin d'un grand ménage. Tu as besoin d'un seul choix. Ce chapitre se termine sans morale et sans finition. Parce que si tu prends vraiment ce principe au sérieux, tu vas commencer à voir le bruit différemment. Et quand tu vois le bruit, tu vois aussi ceux qui s'en servent. Si tu veux un geste discret, pendant 3 jours, choisis une seule source d'information majeure par thème important de ta vie et supprime le reste. Pas pour être ignorant, pour redevenir capable de penser. Après ces 3 jours, observe ton esprit. S'il devient plus calme, ce n'est pas un hasard. C'est le début de ton indépendance mentale. Merci de nous écouter sur Succès Livre Audio. La suite t'attend dans la prochaine partie. Tu as compris que le bruit te rend docile et que la lucidité commence par un tri. Mais la lucidité seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'une capacité encore plus rare, celle de choisir ton rythme. Parce que dans un monde qui récompense la vitesse, ralentir au bon moment est l'un des avantages les plus puissants que tu puisses construire. Chapitre 3. La lenteur qui te rend imprévisible. Tu connais cette sensation. Quelqu'un te parle et ton esprit part déjà plus loin. Tu vois le piège, tu vois la fin, tu vois ce qu'il veut dire. Alors tu réponds vite, tu coupes, tu conclus. Tu penses gagner du temps. Souvent, tu perds la partie. Parce que la vitesse impressionne, mais elle expose. Et ce que je veux t'apprendre ici n'a rien à voir avec être plus lent par principe. Il s'agit de choisir ton rythme comme une arme. L'idée centrale est simple. Penser vite te donne des réponses. Penser lentement te donne de la vision. Quand tu vas trop vite, tu ne vois que ce qui est apparent. Le signal le plus fort, l'émotion la plus bruyante, l'opportunité la plus proche, la menace la plus visible. C'est utile pour survivre, pas pour construire. Construire demande autre chose. Voir les couches, les intentions, les conséquences, les coups cachés. Et ces choses-là n'apparaissent pas à un esprit en sprint. Elles apparaissent à un esprit qui sait ralentir sans hésiter. Première prise de conscience secondaire. La plupart des erreurs viennent d'une pensée trop rapide, pas trop lente. La décision prise sur un élan. Le message envoyé pour mettre les choses au clair. Le oui lâché pour ne pas paraître difficile. L'achat fait pour soulager une tension. Le choix d'un partenaire parce qu'il fait du bien sur le moment. Sur l'instant, c'est confortable. Mais le confort instantané est souvent une facture différée. J'ai vu des gens perdre de l'argent non par ignorance, mais par précipitation. Ils avaient compris le risque. Ils n'ont juste pas respecté le timing. La différence entre quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd, souvent, c'est 10 minutes de pause, pas 10 années de savoir. Deuxième prise de conscience secondaire. La vitesse te rend lisible. Et être lisible, c'est être manipulable. Si tu réponds toujours immédiatement, on peut te presser. Si tu te justifies toujours, on peut t'attaquer. Si tu es toujours chaleureux, on peut t'envahir. Si tu es toujours rationnel, on peut te fatiguer jusqu'à ce que tu cèdes. La plupart des gens ne comprennent pas que leur personnalité est devenue une habitude observable. Et une habitude observable devient un levier. La lenteur choisie casse ce levier. Elle crée une friction. Elle oblige l'autre à se dévoiler. Elle l'oblige à attendre. Et quand quelqu'un attend, il montre ce qu'il cherche vraiment. Troisième prise de conscience secondaire. Ralentir, c'est élargir ton champ. Ton cerveau sous stress se rétrécit. Il cherche une sortie. Il veut régler, conclure. Ralentir, c'est signaler à ton système nerveux que ce n'est pas une urgence. Et quand ton corps se calme, ton esprit retrouve sa précision. C'est pour ça que certaines personnes semblent intelligentes sous pression. Pas parce qu'elles ont plus de capacité, parce qu'elles ont entraîné leur calme. Elles ne confondent pas vitesse et efficacité. Elles confondent calme et clarté. Je te raconte une histoire très simple, une négociation. 2 personnes. L'une veut absolument conclure. Elle parle beaucoup,
Elle argumente, elle donne des raisons, elle vend. L'autre pose 2 questions puis se tait. Un silence long, pas agressif, juste plein. L'autre se met à combler. Je veux dire, on peut s'arranger, je peux faire un effort, ce n'est pas si urgent. En 5 minutes, la personne silencieuse a obtenu plus d'informations que l'autre en 1 heure. Pas parce qu'elle a été brillante, parce qu'elle a laissé le silence travailler. La lenteur ici n'est pas une faiblesse, c'est un test. Elle teste la solidité de l'autre. Elle teste son besoin. Elle teste son contrôle. Et souvent, ceux qui insistent trop vite révèlent qu'ils ont quelque chose à perdre. Une autre histoire plus personnelle. Un homme est en couple. Il reçoit un message froid, 3 mots. Il sent le vieux réflexe monter, interpréter, conclure, attaquer ou se défendre. Pendant des années, il aurait répondu immédiatement. Cette fois, il ne répond pas. Il attend. Il observe ce qui se passe en lui. L'envie de réparer, l'envie de punir, la peur d'être rejeté. Il voit l'enfant intérieur qui veut une preuve. Il ne le juge pas, il le regarde. Puis il fait un geste simple. Il sort marcher 20 minutes. Quand il revient, son corps est plus calme. Son esprit est plus clair. Il répond avec une phrase courte, neutre, ouverte, rien de plus. Le lendemain, il apprend que l'autre était juste épuisé. S'il avait réagi, il aurait créé un conflit inutile. Il aurait abîmé la relation pour une projection. Saine et banale, mais elle contient une vérité. Le contrôle de ton rythme protège ton monde. La plupart des drames modernes sont des drames de timing, pas des drames de fond. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour développer cette lenteur stratégique? Pas méditer en général. Pas respirer comme un slogan. Des règles, des gestes. D'abord, la règle des 10 minutes. Toute réaction émotionnelle importante doit attendre 10 minutes avant d'être exprimée. 10 minutes suffisent souvent à faire retomber le poison. Et si 10 minutes ne suffisent pas, tu attends 1 heure. Ensuite, la règle de la deuxième lecture. Avant de répondre à un message qui te pique, tu le relis 1 seconde fois en supposant l'intention la plus neutre possible. Pas la plus gentille, la plus neutre. Ça évite de répondre à des fantômes. Puis la règle du « je reviens vers toi ». Tu l'utilises plus souvent que tu ne le crois nécessaire, parce qu'elle te rend imprévisible dans le bon sens. Tu ne donnes pas ton tempo, tu le gardes. Enfin, la règle du corps. Si ton corps est agité, tu ne décides pas. Tu peux discuter, écouter, prendre des notes, mais tu ne tranches pas. Un corps agité rend l'esprit myope. Un corps calme rend l'esprit large. Tu veux être dangereusement intelligent? Deviens dangereux pour l'urgence. Refuse de laisser l'urgence décider à ta place. Ça va frustrer des gens, c'est normal. Certains vivent en se nourrissant de la réactivité des autres. Quand tu ralentis, tu casses leur accès à toi. Et là, tu verras qui tu avais vraiment en face. Une question rare, qui n'a pas besoin de réponse immédiate. À quel moment de ta vie, ta vitesse t'a coûté quelque chose, mais tu as appelé ça être efficace? Tu as probablement un exemple, peut-être plusieurs. Ce chapitre se termine sans conclusion parce que c'est un entraînement, pas une idée. La lenteur stratégique ne s'explique pas, elle se pratique. Si tu veux un geste discret, fais-le dès aujourd'hui. Choisis une seule situation où tu réponds toujours trop vite. Un message, une demande, une provocation, une opportunité. Et impose-toi un délai. Pas pour jouer, pour reprendre ton rythme. Ensuite, observe qui insiste, qui respecte, qui se dévoile, qui se calme. Dans ces réactions, tu vas apprendre plus sur le monde que dans la plupart des contenus que tu consommes. Et surtout, tu vas sentir cette chose rare. Ton esprit ne court plus, il marche. Et quand il marche, il voit tout. Chapitre 4. Voir les gens sans les excuser. Il y a un moment où tu comprends que tu n'étais pas naïf par manque d'intelligence. Tu étais naïf par morale. Tu voulais croire que les autres fonctionnent comme toi.
Tu voulais croire que les intentions sont propres, que les mots ont un poids, que la loyauté est automatique, que l'effort est reconnu. Et chaque fois que la réalité te contredisait, tu trouvais une explication qui te permettait de rester bon. Tu appelais ça maturité. C'était surtout une manière de ne pas regarder la structure humaine en face. L'idée centrale de ce chapitre est simple. La clarté sociale exige une forme de lucidité froide. Pas cynique, froide. La différence, c'est que le cynique méprise, le lucide observe. La lucidité ne t'oblige pas à manipuler, elle t'empêche d'être manipulé. Être dangereusement intelligent, c'est comprendre les gens assez bien pour ne plus être surpris par eux. Et ça commence par une chose qui fait mal. Arrêter d'expliquer les comportements à la place des autres. Première prise de conscience secondaire. La plupart des gens ne mentent pas comme dans les films. Ils se contredisent, ils oublient, ils changent la version, ils déplacent le cadre. Et toi, si tu es intelligent et empathique, tu complètes les trous. Tu rationalises pour eux. Tu dis, il est stressé, il n'a pas voulu mal faire, il ne se rend pas compte. Peut-être, mais observe une règle simple. L'intention ne change pas l'impact. Et l'ignorance ne supprime pas le schéma. Ce qui compte, ce n'est pas l'histoire qu'il raconte, c'est ce qu'il répète. La répétition est la vérité. Deuxième prise de conscience secondaire. L'empathie devient un piège quand elle n'a pas de frontières. Comprendre quelqu'un, c'est une compétence. Lui donner accès à toi, c'est une décision. Beaucoup confondent les deux. Ils comprennent, donc ils pardonnent. Ils pardonnent, donc ils tolèrent. Ils tolèrent, donc ils s'adaptent. Et un jour, ils se retrouvent à vivre dans un système construit autour des faiblesses des autres. Tu peux comprendre les blessures d'une personne et refuser sa manière de te traiter. Ce refus n'est pas de la dureté, c'est de l'hygiène. Troisième prise de conscience secondaire. Les gens testent, même sans en avoir conscience. Ils testent tes limites, ton besoin d'être apprécié, ta capacité à dire non, ta tolérance à l'incohérence. Pas toujours pour nuire, souvent parce que c'est comme ça qui se situe. Et chaque test auquel tu réponds par la peur, la justification ou la compensation devient une information. Il est déplaçable. C'est là que les rapports se fixent, très tôt, par de petites scènes, pas par de grandes discussions. Je te donne une scène de travail classique. Une personne te demande un service, tu dis oui. Puis ça devient 2 services. Puis c'est tu peux le faire vite. Puis c'est j'ai vraiment besoin de toi. Si tu es bon, tu le fais. Et un jour, tu demandes quelque chose en retour, silence, ou excuse, ou promesse. Là, tu comprends. Ce n'était pas une relation, c'était une extraction. Et tu as participé parce que tu voulais être perçu comme fiable. Ce n'est pas une honte, c'est juste une leçon. La fiabilité sans cadre attire les demandeurs sans scrupules. La fiabilité avec cadre attire le respect. Une autre scène relationnelle. Quelqu'un disparaît quand tu as besoin, puis revient quand il a besoin. Il te parle de périodes difficiles. Toi, tu comprends. Tu es humain. Tu accordes. Puis ça recommence. Tu appelles ça compassion. Mais si tu regardes froidement, tu es devenu une ressource disponible, pas une présence considérée. La lucidité ici ne demande pas de l'égoïsme. Elle demande une règle. La réciprocité n'est pas un bonus, c'est un minimum. Sans réciprocité, tu n'es pas dans un lien, tu es dans un rôle, et les rôles fatiguent. Le cœur de ce chapitre, c'est apprendre à lire 3 choses en permanence. D'abord, la cohérence. Est-ce que les paroles et les actes s'alignent? Ensuite, le coût. Est-ce que cette personne paie un prix quand elle te manque de respect ou est-ce que tout est gratuit? Enfin, le timing. Est-ce qu'elle apparaît quand ça lui sert ou est-ce qu'elle est stable? Les gens peuvent être charmants, drôles, brillants. Mais s'ils sont incohérents, sans conséquence et opportunistes dans le timing, tu sais déjà ce que ça donnera sur le long terme.
Tu peux aimer quelqu'un, ne pas le laisser te gouverner. Tu peux apprécier quelqu'un et lui refuser l'accès à tes décisions, une compétence qui change tout. Comprendre sans absorber. Tu observes la psychologie sans l'avaler. Par exemple, quand quelqu'un te fait une remarque passive-agressive, avant tu aurais répondu au contenu, tu aurais argumenté, tu aurais essayé d'être juste. Maintenant, tu peux voir la manœuvre, il cherche une réaction. Alors tu ne réagis pas comme une cible, tu réponds court, neutre, ou tu ne réponds pas. Tu laisses le test retomber, et tu notes. Tu notes que cette personne teste, tu ne la condamnes pas, tu l'enregistres. Parce que le monde est plein de gens qui vivent par petits coups. Pas assez pour être des méchants, juste assez pour prendre l'avantage. La lucidité, c'est de ne plus être surpris par ces coups. Je te raconte une histoire sobre. J'avais un ami intelligent, généreux, un peu trop fier de sa loyauté. Il aidait toujours. Un jour, il m'a dit « Je ne comprends pas. Dès que j'ai un problème, je suis seul. » Il pensait vivre une malchance. En réalité, il avait construit un système où sa présence était acquise. Ses amis n'avaient jamais appris à lui rendre, ils avaient appris à recevoir. Quand il a arrêté de donner, certains ont disparu. Pas parce qu'ils le haïssaient, parce que la relation n'avait pas d'autre base que l'utilité. Ça l'a blessé, mais ça l'a libéré, parce qu'à partir de là, il a arrêté de confondre proximité et qualité. Il a remplacé le mot ami par le mot structure, qui est stable, qui est réciproque, qui est cohérent, qui respecte mes limites sans que je doive les hurler. Ça a changé sa vie, et surtout, ça a changé son esprit. Il a cessé d'inventer des excuses pour protéger une illusion. Une question rare parce qu'elle fait du bruit à l'intérieur. Quelle personne dans ta vie te coûte plus d'énergie qu'elle ne t'en apporte, mais tu continues à appeler ça compassion? Tu n'es pas obligé d'y répondre maintenant, juste de sentir ce que ça fait. Ce chapitre ne se termine pas par une morale, mais par une tension calme. Si tu deviens lucide, tu vas devoir faire des choix. Pas demain, pas en grand discours, en micro-décisions. Répondre moins, donner moins, expliquer moins, te justifier moins, protéger plus. Et tu verras quelque chose d'inconfortable. Certains ne t'aimaient pas. Ils aimaient l'accès qu'ils avaient à toi. Quand tu retires l'accès, tu vois la vérité. Si tu veux un geste discret, pendant une semaine, arrête de sauver les autres de leurs propres conséquences. Ne corrige pas, ne rattrape pas, ne compense pas. Observe ce qui se passe. Qui devient responsable? Qui devient agressif? Qui devient absent? Ce que tu verras là, c'est de l'intelligence sociale en temps réel. Et c'est là que ton esprit commencera à se durcir, juste ce qu'il faut, pour rester propre. Chapitre 5. L'avantage invisible. Tu as déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent chanceuses. Elles croisent les bonnes opportunités, elles rencontrent les bonnes personnes, elles arrivent au bon moment. Et toi, quand tu les regardes de près, tu comprends que ce n'est pas de la chance, c'est une structure. Elles voient avant les autres, elles préparent avant les autres, elles se positionnent avant les autres. Et quand le moment arrive, elles ont l'air naturellement en avance. L'idée centrale de ce chapitre est simple. L'intelligence dangereuse n'est pas seulement une lucidité, c'est une capacité à se placer. Pas à courir, à se placer. La plupart des gens vivent en réaction. Ils attendent que la situation soit claire, plus ils agissent. Mais quand une situation est claire, elle est déjà chère, déjà prise, déjà saturée. L'avantage se construit dans le flou. Quand les autres hésitent, quand l'information est incomplète, quand l'ambiance est confuse. C'est là que tu dois apprendre à opérer. Première prise de conscience, secondaire. L'anticipation vaut plus que l'exécution. On t'a vendu l'idée que travailler dur suffit. Travailler dur est nécessaire, mais ce n'est pas le facteur rare. Le facteur rare, c'est travailler au bon endroit avant que tout le monde se jette dessus. Deux personnes peuvent travailler autant. L'une sur un axe qui va croître, l'autre sur un axe qui stagne. Au bout de 2 ans, l'une paraît brillante, l'autre paraît moyenne. La différence n'était pas le talent, c'était le choix du terrain.
Et choisir le terrain demande une forme de pensée que peu entraînent. Lire les tendances, lire les comportements, lire la direction des marchés, lire la psychologie collective. Deuxième prise de conscience secondaire. La plupart des opportunités ne ressemblent pas à des opportunités. Elles ressemblent à du travail ennuyeux, à une conversation anodine, à une compétence obscure, à une niche trop petite, à une décision que personne ne veut prendre. L'intelligence dangereuse, c'est reconnaître le potentiel là où l'ego ne voit rien. L'ego veut du prestige immédiat. Le stratège veut un levier. Et les leviers se cachent souvent dans ce que les autres ignorent. Troisième prise de conscience secondaire. Le placement, c'est aussi social. Beaucoup perdent parce qu'ils se placent mal dans les relations. Ils donnent trop tôt, ils parlent trop vite, ils se rendent accessibles à tout le monde. Ils laissent entrer n'importe qui dans leur plan. Ils confondent être sympa avec être respecté. Or, le respect n'est pas un sentiment, c'est une conséquence. Et tu fabriques cette conséquence par ton placement. Où tu te montres, à qui tu réponds, quand tu te retires, ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu laisses flou. Je te raconte une histoire simple. Un homme veut gagner plus. Il travaille plus, il multiplie les tâches, il s'épuise. Il se plaint que le système ne récompense pas l'effort. En face, un autre homme, pas forcément plus brillant, choisit un autre angle. Il se rend utile à des gens qui ont déjà de la valeur, pas en les suppliant, en résolvant un problème précis qu'ils ont et que peu savent résoudre. Il ne travaille pas plus, il travaille plus près de la valeur. Il ne vend pas du temps, il vend une solution rare. En un an, il change de niveau, pas parce qu'il est un génie, parce qu'il a compris que le placement détermine le prix. Là où tu te places, décide combien tu vaux. Et ce placement n'est pas seulement professionnel, il est mental. Est-ce que tu passes ton temps à réagir à l'actualité ou à construire une compétence qui comptera encore dans 5 ans? Est-ce que tu passes tes soirées à vider ton cerveau ou à le nourrir de choses qui le renforcent? Est-ce que tu dépenses pour paraître ou pour te libérer? Ces micro-placements s'additionnent. C'est comme ça que des vies divergent. Une autre histoire relationnelle. Une femme rencontre un homme charismatique. Très vite, il occupe l'espace. Il parle, il promet, il donne l'impression d'un futur. Elle est fascinée. Elle se place en réponse, elle adapte son rythme, elle accepte des incohérences parce qu'elle ne veut pas ruiner quelque chose. Résultat, elle devient une variable. Il devient la constante. Et dans un système relationnel, celui qui est constant a le pouvoir. Pas par domination, par inertie. Quand elle a compris, elle n'a pas fait une scène. Elle a changé son placement. Elle a ralenti. Elle a arrêté de se rendre disponible. Elle a cessé de combler les vides. Et l'homme, soudain, a dû révéler ce qu'il cherchait vraiment, un lien ou une prise. Le placement révèle toujours. Tu veux un avantage invisible? Arrête de te placer là où ton effort est dilué. Arrête de te placer là où ton attention est exploitée. Arrête de te placer là où ton oui est attendu. Commence à te placer là où ta présence a un coût, là où ton absence se remarque, là où ta compétence est rare, là où tes standards sont nets. Tu n'as pas besoin d'être arrogant, tu as besoin d'être sélectif. Une règle très concrète. Ne poursuis pas ce qui ne te poursuit pas dans le travail, dans les relations, dans les opportunités. La poursuite te met en position basse, elle te rend dépendant. Ça ne veut pas dire ne rien vouloir, ça veut dire construire une valeur qui attire plutôt que mendier une validation qui fuit. Une autre règle, choisis tes points d'entrée. Un point d'entrée, c'est la manière dont tu rentres dans un système. Dans une entreprise, tu peux entrer comme exécutant généraliste ou comme spécialiste rare. Dans un réseau, tu peux entrer comme suiveur ou comme apporteur de valeur. Dans une relation, tu peux entrer comme disponible ou comme choisi. Ton point d'entrée crée un rapport de force implicite. Et ce rapport de force te suit longtemps. Beaucoup essaient de rattraper ensuite. C'est difficile. Le placement initial est un levier énorme.
Je te laisse une question qui crée souvent un silence. Dans quel domaine de ta vie es-tu en train de te placer en dessous de ta valeur juste pour être accepté, inclus ou rassuré? Tu le sais. Et ce savoir t'irrite parce qu'il implique une décision. Ce chapitre se termine sans conclure parce que la suite dépend de ce que tu vas faire avec cette idée. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Dans les prochains jours, tu vas voir des occasions minuscules de te repositionner. Un message auquel tu n'as pas à répondre tout de suite. Une demande à laquelle tu peux dire non calmement. Un projet où tu peux exiger des conditions claires. Une dépense que tu peux refuser parce qu'elle n'est qu'un costume. Si tu veux un geste discret, fais-le. Choisis un seul endroit où tu t'es placé trop bas et remonte d'un cran. Un seul cran. Pas une révolution, juste un ajustement net. Observe ensuite le monde autour de toi. Les gens et les systèmes réagissent toujours à un changement de placement. Et dans ces réactions, tu verras apparaître quelque chose de précieux. Ton avantage invisible. Merci de nous écouter sur Succès Livre Audio. La suite t'attend dans la prochaine partie. Tu as appris à te placer. Tu as compris que le positionnement crée la valeur. Mais il existe un saboteur intérieur qui détruit ce positionnement plus vite que n'importe quelle circonstance extérieure. Il porte un nom que tout le monde connaît et que personne ne surveille vraiment. L'ego. Et tant que tu ne le maîtrises pas, il restera ton adversaire le plus coûteux. Chapitre 6. L'ego est une fuite. Tu as déjà senti ce besoin de répondre, pas pour clarifier, mais pour ne pas te sentir inférieur. Ce besoin de prouver, de corriger, de remettre quelqu'un à sa place, d'avoir le dernier mot. Sur le moment, ça ressemble à de la force. En réalité, c'est souvent une fuite. Une fuite loin de l'inconfort. Une fuite loin de la nuance. Une fuite loin du silence qui te forcerait à te regarder. L'idée centrale de ce chapitre est simple. L'ego n'est pas ton identité. C'est ton réflexe de protection. Et si tu ne le maîtrises pas, il devient ton saboteur le plus fiable. Parce que l'ego ne cherche pas la vérité, il cherche la supériorité. Et la supériorité est une drogue. Elle te donne une sensation immédiate et elle te coûte cher lentement. Première prise de conscience secondaire. L'ego te fait confondre avoir raison et être efficace. Beaucoup perdent des opportunités parce qu'ils ne supportent pas de laisser passer une erreur, un mot maladroit, une petite injustice. Ils corrigent, ils recadrent, ils argumentent, ils veulent mettre les choses au clair. Résultat, tension, résistance, réputation de personnes difficiles, portes qui se ferment. Et parfois ils ont raison sur le fond, mais ils perdent sur la trajectoire. L'intelligence dangereuse, c'est choisir ses batailles. Pas par lâcheté, par précision. Le but n'est pas d'avoir raison, le but est de garder une position favorable. Deuxième prise de conscience secondaire. L'ego parle quand l'esprit est incertain. Plus tu es fragile intérieurement, plus tu as besoin d'un extérieur qui confirme ta valeur. Alors tu cherches des micro-victoires, un commentaire qui impressionne, une réponse brillante, un sarcasme bien placé, une correction publique, une performance visible. Ça te donne l'impression d'être solide. Mais c'est un thermomètre inversé. Plus tu as besoin de briller, plus tu es en train de compenser. Un esprit réellement solide n'a pas besoin d'être reconnu en permanence. Il travaille, il observe, il avance. Il laisse le résultat parler. Troisième prise de conscience secondaire. L'ego adore la vitesse. Il répond vite parce qu'il ne supporte pas d'attendre. Il conclut vite parce qu'il ne tolère pas le flou. Il juge vite parce qu'il veut se sentir au-dessus. Or, le flou est un terrain de stratégie. Attendre est un acte de pouvoir. Ne pas juger trop vite est une forme de liberté. Mais l'ego ne veut pas être libre. Il veut être supérieur. Et la supériorité est une prison parce qu'elle t'oblige à défendre ton image en permanence. Je te raconte une histoire simple. Un homme au travail a un collègue qui le pique régulièrement. Petite remarque, sous-entendu, blague. Il se sent attaqué. Il répond, il remet. Il gagne chaque échange verbal. Et pourtant, 6 mois plus tard, il stagne. Son collègue avance. Pourquoi ? Parce que le collègue a utilisé ces échanges comme un écran. Pendant que l'autre consommait son énergie à gagner,
Lui construisait des alliances, prenait des dossiers stratégiques, se rendait indispensable. Le premier a gagné des conversations, le second a gagné du terrain. L'ego du premier l'a rendu prévisible. On savait comment le déclencher, on savait comment le fatiguer, on savait comment le détourner. Et détourner quelqu'un, c'est déjà le contrôler. Une autre histoire, plus intime. Une personne te quitte ou te refroidit. Tu te sens humilié. Alors tu veux la punir. Message sec, retrait abrupt, phrase définitive. Tu veux retrouver une sensation de contrôle. Mais ce contrôle est faux. C'est une réaction. Ce que tu fais au fond, c'est protéger ton ego en sacrifiant une position. Tu perds l'information. Tu perds la possibilité de comprendre. Tu perds la capacité de te comporter avec calme. Tu t'offres une victoire émotionnelle et tu paies avec ta stabilité. L'intelligence dangereuse ici ne te dit pas de rester, elle te dit de partir sans théâtre, de rester maître de ton geste. Parce que la différence entre quelqu'un de fort et quelqu'un d'égotique, c'est la qualité de sa sortie. Un ego blessé sort en claquant la porte, un esprit maître sort en silence. Et le silence laisse un vide qui parle plus fort que tous les discours. Maintenant, comment maîtrises-tu ça concrètement sans tomber dans le cliché? Tu dois apprendre à reconnaître le goût de l'ego. Il a un profil spécifique. Urgence de répondre, envie de prouver, besoin de corriger, fantasme de domination, obsession de l'image. Quand tu sens ce goût, tu dois créer une pause. Pas pour être sage, pour redevenir stratégique. Une règle utile. Si tu as envie d'envoyer un message pour remettre les choses à leur place, attends, écris-le, mais ne l'envoie pas. Relis-le 1 heure plus tard. La plupart du temps, tu verras que ce n'était pas une nécessité, c'était une décharge. Deuxième règle. Ne corrige personne en public si l'enjeu n'est pas critique. Corriger en public, c'est nourrir ton ego et créer un adversaire. Corriger en privé, c'est garder une relation et augmenter ta crédibilité. Troisième règle. Choisis une phrase simple pour couper l'argument. Quelque chose comme « je note » ou « je comprends » ou « on en reparle ». Tu coupes le carburant du duel, tu refuses la scène. L'ego déteste ça parce qu'il voulait un ring. Toi, tu refuses le ring. C'est là que tu deviens difficile à manipuler. Une autre compétence qui change tout. Accepter d'être sous-estimé un moment. C'est un poison pour l'ego, mais c'est un cadeau stratégique. Quand les gens te sous-estiment, dévoilent. Ils prennent des risques. Ils parlent trop. Ils se montrent. Et toi, tu apprends. Tu construis. Tu t'entraînes. Beaucoup se montrent trop tôt. Ils brûlent leur énergie à se faire voir. Les plus dangereux se construisent en silence, puis apparaissent quand ils sont déjà solides. Je te laisse une question. Elle peut rester sans réponse. Dans ta vie, où est-ce que tu te bats pour l'image au lieu de te battre pour la position? Tu peux le voir dans ton travail, dans tes relations, dans tes achats, dans tes débats. L'ego te fait acheter des symboles. La position te fait acheter de la liberté. L'ego te fait parler. La position te fait écouter. L'ego te fait réagir. La position te fait choisir. Ce chapitre s'arrête ici sans conclure parce que ce sujet ne se résout pas. Il se pratique. Et tu vas être testé. Quelqu'un va te provoquer. Quelqu'un va te sous-estimer. Quelqu'un va te parler comme si tu devais te défendre. Et tu auras une occasion rare. Ne pas nourrir ton ego. Protéger ta trajectoire. Si tu veux un geste discret, pendant 1 semaine, dans chaque conversation importante, impose-toi une règle simple. Ne réponds pas à la première provocation. Laisse 1 seconde passer, une seule, et choisis ensuite. Cette seconde répétée devient ton pouvoir, et plus tu y arrives, plus tu vas sentir quelque chose de nouveau. Tu n'as plus besoin de gagner chaque échange. Tu as juste besoin de ne plus perdre ton centre. Chapitre 7. L'intelligence ne se montre pas, elle se prouve. Tu veux être respecté, pas admiré. Respecté, ce qui est différent. L'admiration peut être un spectacle,
Le respect, lui, est une contrainte que les autres s'imposent en ta présence. Et si tu es honnête, tu as déjà senti la frustration. Tu sais que tu es capable, tu vois clair, tu comprends vite. Et pourtant, on ne te traite pas toujours comme quelqu'un qu'on ne peut pas déplacer. Ça n'a rien de magique. C'est une mécanique sociale. Et l'idée centrale de ce chapitre est simple. Le respect ne se demande pas. Il se construit par des preuves répétées, silencieuses et souvent inconfortables. Beaucoup pensent que le respect vient de l'intelligence affichée. Être cultivé, avoir raison, expliquer, argumenter. C'est faux. La plupart des gens ne respectent pas la vérité. Ils respectent la solidité. Ils respectent celui qui tient sa ligne, celui qui finit, celui qui ne se contredit pas, celui qui n'a pas besoin d'être validé. Ils respectent quelqu'un quand ils sentent que le prix d'un manque de respect existe. Pas forcément une punition, un coup, une conséquence, une distance, une fin de conversation, un non tranquille. Première prise de conscience secondaire. Ton intelligence peut te desservir si elle devient une défense. Beaucoup d'esprits rapides utilisent la parole pour contrôler l'image qu'ils donnent. Ils expliquent trop, ils se justifient pour paraître raisonnables. Ils anticipent les critiques. Ils argumentent avant même qu'on les attaque. Ils pensent qu'ils gèrent. En réalité, ils signalent une fragilité. J'ai besoin que tu comprennes. Or, le monde ne respecte pas ce besoin, il l'exploite. Plus tu as besoin d'être compris, plus on peut te coincer dans des discussions interminables, te fatiguer, te faire douter, te pousser à te contredire. L'esprit dangereux sait quand ne pas parler. Pas parce qu'il n'a rien à dire, parce qu'il refuse de transformer sa position en débat. Deuxième prise de conscience secondaire. La crédibilité se construit par l'exécution visible, pas par l'intention. Beaucoup vivent dans l'intention. Ils promettent, ils parlent du futur, ils disent ce qu'ils vont faire. Ils parlent comme si leur potentiel était déjà un fait. Le monde, lui, attend un signal simple. Est-ce que tu fais? Est-ce que tu finis? Est-ce que tu répètes? Est-ce que tu tiens sur la durée? Le respect, c'est la perception que tu es fiable même quand personne ne te regarde. C'est pour ça que certains, sans être plus brillants, montent plus vite. Ils sont constants. Ils font moins, mais ils le font toujours. Troisième prise de conscience secondaire. La preuve la plus forte de pouvoir, c'est la capacité à ne pas se vendre. Quand tu cherches trop à être aimé, tu baisses ton prix. Quand tu cherches trop à être validé, tu t'offres. Quand tu cherches trop à convaincre, tu deviens un vendeur. Et un vendeur n'est pas respecté, il est utilisé. L'intelligence dangereuse, c'est dire voilà ce que je fais, voilà mes conditions, voilà mes limites, sans agressivité, sans justification. Et elle laisse l'autre choisir. Ça semble dur, c'est simplement propre. Je te raconte une histoire professionnelle sobre. Un homme talentueux, mais trop disponible. Il répond vite, il rend service, il rattrape les erreurs des autres. Il croit bâtir une réputation, il bâtit une habitude, il absorbe. Un jour, il demande une augmentation. Son manager lui dit « On verra plus tard ». Insiste, il argumente, il montre ses résultats. Rien. Quelques semaines plus tard, un collègue moins compétent demande la même chose. Il n'argumente pas, il dit calmement « Je change de mission ou je pars ». 2 semaines après, il obtient. Pourquoi? Parce que le premier a prouvé qu'il resterait même sans reconnaissance. Le second a prouvé qu'il avait une ligne. Le respect suit souvent la ligne, pas la gentillesse, pas l'effort, la ligne. Et une ligne ne se négocie pas en mots, elle se prouve en actes. Une autre histoire relationnelle. Une personne te traite bien, puis mal, puis bien, puis mal. Et toi tu restes parce que tu veux être mature, tu veux comprendre, tu veux donner une chance, tu analyses, tu parles, tu proposes de communiquer, tu t'exposes, tu deviens pédagogique, tu t'abîmes. Un jour, tu te réveilles et tu comprends. Tu as transformé ton attachement en argument. Et personne ne respecte un argument. Ce qui aurait été respecté, c'est une limite posée tôt. Je ne reste pas dans l'incohérence. Une seule phrase, puis une action. Le respect dans une relation se construit exactement comme ailleurs. Cohérence, conséquence, constance. Pas discours, pas explication, pas espoir. Maintenant,
Comment tu fabriques ce respect sans devenir dur ou théâtral? Tu dois apprendre à produire des preuves, pas des promesses, des preuves. Une preuve, c'est un comportement répété qui ne dépend pas de l'humeur. Par exemple, tu réponds moins vite, mais tu réponds toujours quand c'est important. Tu dis non sans t'excuser. Tu termines ce que tu commences. Tu arrives préparé. Tu tiens un standard. Tu ne changes pas ta position au premier inconfort. Et surtout, tu ne compenses plus pour les autres. Chaque fois que tu compenses, tu envoies un message. Le système peut fonctionner sans toi et avec toi en plus. Tu deviens une béquille. Les béquilles ne sont pas respectées, elles sont utilisées. Une règle concrète. Si quelqu'un te manque de respect, réponds pas au manque de respect. Réponds au cadre. Par exemple au travail. Au lieu de te défendre, tu dis « Je traite ça quand le ton est correct » et tu reviens au sujet. Dans une relation, au lieu d'argumenter, tu dis « Je ne continue pas cette conversation comme ça » et tu t'arrêtes. Tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de gagner. Tu dois juste montrer que le prix existe. Et si la personne insiste, tu augmentes le prix. Distance, retrait, silence, sans colère, sans drame. Le drame nourrit l'ego, le calme nourrit le respect. Un autre angle. Le respect de soi se voit dans ta gestion du temps. Si tu offres ton temps comme s'il n'avait pas de valeur, personne ne le valorisera. Si tu annules tes priorités pour des urgences qui ne sont pas les tiennes, tu te déclares second. Et si tu te déclares second, le monde te traitera comme tel. Ta valeur perçue monte quand ton temps est clair, protégé, rare. Ce n'est pas une posture, c'est une structure, une question, et elle peut rester ouverte. Ou est-ce que tu attends du respect alors que tu n'as pas encore posé de preuves comportementales? Tu veux qu'on te respecte, mais tu te justifies. Tu veux qu'on te respecte, mais tu dis oui quand tu veux dire non. Tu veux qu'on te respecte, mais tu restes dans l'incohérence. Le respect n'arrive pas par désir, il arrive par alignement. Ce chapitre s'arrête ici sans conclusion, parce que la suite se joue dans tes choix quotidiens. Et tu vas être testé. Quelqu'un va te parler comme si tu devais te défendre. Quelqu'un va te demander quelque chose qui te coûte. Quelqu'un va te proposer une urgence. Tu auras une occasion. Prouver sans bruit que tu as une ligne. Si tu veux un geste discret, pendant une semaine, fais une chose simple. Chaque fois que tu es tenté de te justifier, remplace ta justification par une phrase courte, factuelle. Puis tais-toi. Laisse le silence faire le reste. Tu vas sentir un inconfort au début, vas sentir autre chose. Le respect se met en place tout seul, comme une gravité, parce que l'intelligence que tu cherches n'est pas celle qui brille, c'est celle qui tient. Chapitre 8. La parole est une fuite. Tu as déjà parlé alors que tu n'avais rien de plus à dire? Pas pour informer, pour te rassurer, pour remplir, pour éviter ce moment où l'autre pourrait penser quelque chose de toi sans que tu contrôles. La plupart des gens ne parlent pas parce qu'ils ont une pensée claire. Ils parlent parce que le silence leur fait peur. Et c'est précisément pour ça que le silence devient un avantage énorme. L'idée centrale de ce chapitre est simple. Dans un monde qui parle trop, celui qui choisit ses mots contrôle le rythme, l'image et souvent l'issue. Pas par domination, par économie. La parole est une dépense, le silence est un capital. Première prise de conscience secondaire. Plus tu parles, plus tu te rends lisible. Tu donnes tes angles, tes croyances, tes émotions, intentions. Les gens n'ont même pas besoin d'être malveillants pour s'en servir. Ils s'ajustent, ils prennent la température, ils te classent. Et une fois classé, tu deviens prévisible. C'est comme ça qu'on te gère. Par contre, quand tu parles peu, tu laisses un vide. Et dans ce vide, les autres se dévoilent. Ils remplissent, ils justifient, ils expliquent, ils en disent trop. Et toi, tu récoltes. Ce n'est pas une manipulation,
c'est un principe humain. Le silence oblige à se montrer. Deuxième prise de conscience secondaire. La parole amplifie l'émotion. Tu l'as peut-être vécu, tu es agacé, tu commences à parler, et plus tu parles, plus tu t'énerves. Tu t'entends et tu montes. La parole crée une escalade interne. Le silence, lui, coupe l'escalade. Il permet à l'émotion de traverser sans fabriquer une histoire autour. Beaucoup de conflits n'existent que parce qu'ils ont été racontés trop vite. L'intelligence dangereuse, c'est laisser une émotion traverser sans la convertir en discours. Troisième prise de conscience secondaire. Plus tu expliques, moins tu inspires confiance. C'est contre-intuitif mais vrai. Une personne sûre d'elle parle simplement. Une personne anxieuse multiplie les précisions. Elle veut empêcher les malentendus. Elle veut paraître juste. Elle veut être irréprochable. Et elle crée l'effet inverse. Elle semble hésitante, défensive, négociable. L'important n'est pas d'être compris par tout le monde. L'important est d'être clair et cohérent. Je te donne une scène de travail. Réunion. Quelqu'un critique ton idée. Pas violemment, juste un doute. Ton réflexe? Te défendre. Montrer que tu as pensé. Donner 3 arguments, 2 exemples, une justification. Tu veux rassurer. Le problème, c'est que tu viens de te mettre en position de plaideur. L'autre devient juge. Et même si tu as raison, tu as déjà perdu quelque chose. Ton statut. Une autre option existe. Une phrase courte, puis silence. C'est une hypothèse. Voilà le test. On verra les résultats. Tu ne te bats pas pour l'approbation. Tu proposes un cadre de réalité et tu t'arrêtes. La personne qui parle peu oblige l'autre à choisir. Soit il apporte du concret, soit il s'épuise en opinion. La plupart s'épuisent. Et l'épuisement verbal est une faiblesse, une scène relationnelle. Quelqu'un te reproche quelque chose de manière vague. Tu es distant en ce moment. Si tu es émotionnel, tu expliques, tu listes, tu justifies, tu promets, tu te vides. Et souvent, ça n'apaise pas. Parce que le reproche n'était pas une demande de clarté, c'était une demande de contrôle. Quand tu te justifies, tu donnes le contrôle. Une réponse dangereusement intelligente, ce n'est pas d'être froid, c'est d'être précis. Je suis concentré sur quelque chose d'important. Si tu as besoin de quelque chose de spécifique, dis-le. Et tu t'arrêtes. Tu refuses de danser autour du vague. Tu obliges l'autre à devenir concret. Et quand l'autre devient concret, le pouvoir émotionnel diminue. Beaucoup de gens vivent dans le vague parce que le vague leur donne un levier. Le concret les expose. Maintenant, le silence ne suffit pas. Il faut le bon silence. Il y a un silence faible, celui qui subit, celui qui a peur, celui qui s'éteint. Et il y a un silence fort, celui qui observe, celui qui choisit, celui qui ne se précipite pas. La différence se sent. Un silence fort n'est pas crispé, il est stable. Il ne fuit pas le regard, il ne cherche pas une sortie. Il laisse le monde faire son mouvement, et ce mouvement révèle. Je te raconte une histoire sobre. J'ai vu un homme se faire écarter d'un projet important. Pas par attaque directe, par bavardage. Il parlait trop. Il donnait trop de détails. Il partageait trop tôt ses doutes, ses hésitations, ses scénarios. Les autres, eux, parlaient peu. Il prenait ses mots, les résumait, les simplifiait. Puis il le présentait comme quelqu'un d'incertain. Il a perdu de la crédibilité, non parce qu'il était incompétent, parce qu'il avait rendu son esprit public. Quand ton esprit est public, il est exploitable. La parole te rend exploitable. Pas toujours, mais souvent. L'intelligence dangereuse apprend à garder une partie de son esprit privé. Pas par paranoïa, par discipline. Concrètement, tu dois construire une règle. Parler en dernier sur ce qui compte. Pas toujours, mais souvent. Laisse les autres se positionner d'abord. Laisse-les révéler leurs intérêts, leurs peurs, leurs objectifs. Ensuite, tu parles, court, clair, utile. Deuxième règle. Ne réponds pas aux provocations avec des mots. Réponds avec des cadres. Je ne traite pas ça comme ça. On revient au sujet. Je te répondrai demain.
Troisième règle, ne t'explique pas à quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre. Une seule fois. Si ça tourne en rond, tu t'arrêtes. L'intelligence dangereuse, c'est arrêter une conversation. C'est rare. Et ce qui est rare impose naturellement un respect. Une question simple. Dans ta vie, où est-ce que tu parles trop pour compenser une absence de cadre? Tu expliques parce que tu n'as pas posé une limite. Tu argumentes parce que tu n'as pas décidé. Tu détailles parce que tu n'assumes pas un non. Tu t'étales parce que tu veux être aimé. Là où tu as un cadre, tu n'as pas besoin de paroles. Ce chapitre s'arrête sans conclusion, parce que le silence est une pratique. Tu vas le tester. Tu vas sentir un inconfort. Le monde adore les gens qui parlent trop parce qu'ils se livrent. Mais si tu tiens, tu vas découvrir quelque chose. Quand tu retires tes mots, tu récupères ton énergie. Tu récupères ta position. Tu récupères ton mystère. Pas pour jouer, pour respirer. Si tu veux un geste discret, pendant 3 jours, réduis de moitié tes explications. Chaque fois que tu veux ajouter une phrase pour être sûr, supprime-la. Garde l'essentiel. Puis tais-toi. Observe ce qui se passe. Les gens qui te respecteront comprendront. Les autres se trahiront. Et toi, tu commenceras à sentir cette intelligence-là, celle qui n'a pas besoin de bruit pour être réelle. Merci de nous écouter sur Succès Livre Audio. La dernière partie t'attend pour conclure ce voyage. Tu as appris à maîtriser ta parole. Tu as compris que le silence est un capital. Mais tout ce que tu as construit jusqu'ici, la lucidité, la lenteur, la clarté sociale, la maîtrise de l'ego, la preuve par l'action, la discipline de la parole, tout ça n'a de valeur réelle que si tu l'insères dans une perspective plus grande. Parce qu'un esprit dangereux ne joue pas pour gagner la journée, il joue pour gagner la direction. Chapitre 9. L'arme du long terme. Tu peux être très intelligent et te ruiner quand même. Ruiner ton argent, tes relations, ton image, ton énergie. Parce que tu joues à court terme. Tu cherches un soulagement, pas une trajectoire. Tu veux gagner une journée, pas gagner une direction. Et l'idée centrale de ce chapitre est simple. Penser à long terme n'est pas un trait de caractère. C'est une supériorité stratégique. La plupart des gens vivent dans l'instant parce que l'instant crie. Le futur, lui, chuchote. Et celui qui écoute le chuchotement prend l'avantage sur celui qui obéit au cri. Premier point secondaire. Le court terme te rend émotionnel. Le long terme te rend calme. Quand tu vis dans le court terme, chaque détail devient une urgence. Un message, une opinion, une baisse de motivation, un imprévu, un commentaire. Tu réagis, tu ajustes, tu te disperses, tu te fatigues. Quand tu vis dans le long terme, tu vois les mêmes événements comme des vagues. Tu ne t'y identifies pas. Tu les traverses. Tu gardes ton cap. Et ce calme n'est pas une posture, c'est une conséquence directe de la perspective. Deuxième point secondaire. Le long terme révèle les vrais gens. Le court terme est facile à jouer. On peut être charmant une semaine, disponible un mois, motivé un trimestre. Le long terme casse les masques. Il montre qui est constant, qui tient, qui respecte, qui disparaît, qui trahit, qui s'épuise, qui se transforme. Si tu veux choisir correctement en amitié, en amour, en affaires, tu dois donner du temps au temps. Pas pour être lent, pour être exact. Troisième point secondaire. Le long terme expose tes habitudes, pas tes intentions. Personne ne vit sa vie sur des grandes décisions héroïques. On vit sa vie sur des petites répétitions. Ce que tu fais le lundi quand personne ne te voit décide plus que ce que tu fais une fois quand tu es inspiré. L'intelligence dangereuse n'est pas l'intelligence des idées, c'est l'intelligence des habitudes. Ce que tu rends automatique te construit, ce que tu laisses au hasard te détruit. Je te donne un exemple concret. 2 personnes gagnent à peu près pareil. La première achète de l'image. Vêtements, sorties, gadgets, abonnements, confort immédiat. Elle appelle ça « profiter ». La seconde achète de la marge. Elle réduit ses coûts, elle construit une réserve. Elle investit dans une compétence monétisable.
Elle protège son temps. Au bout de 2 ans, la première a l'impression d'avoir vécu. La seconde a l'impression d'avoir construit. À bout de 5 ans, la première est stressée. La seconde est libre. Personne n'a volé personne. C'est juste le long terme qui a rendu visible ce qui était caché. Des choix répétés. Un autre exemple relationnel. Quelqu'un te traite bien quand ça va, puis mal quand il est frustré. Sur le court terme, tu peux excuser. Fatigue, stress, mauvaise journée. Sur le long terme, tu dois regarder un fait. Sous pression, cette personne devient dangereuse pour ton équilibre. Et c'est ça la vérité d'une relation. Ce que quelqu'un devient quand il n'a plus le luxe de jouer un rôle. Le long terme te force à choisir des gens qui ne détruisent pas ton futur, pas juste des gens qui embellissent ton présent. Maintenant, le piège. Penser long terme peut devenir une excuse pour ne rien faire. Certains se cachent derrière la vision pour éviter l'action. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la procrastination noble. L'intelligence dangereuse fait l'inverse. Elle agit dans le présent, mais elle obéit au futur. Elle fait aujourd'hui ce que son futur respectera, pas ce que son présent réclame. Et ça change tout dans les décisions. Quand tu hésites, tu ne dois pas demander ce qui te fait envie. Tu dois demander ce que tu vas payer plus tard. Parce que tout se paie. Le temps se paie. La réputation se paie. La santé se paie. L'attention se paie. Certaines choses se paient en euros, d'autres en regrets. Beaucoup de gens paient en regret parce qu'ils ne regardent pas la facture quand ils achètent un soulagement. Tu veux devenir dangereux? Apprends à voir la facture. Une scène concrète. Tu as envie d'écrire à quelqu'un qui t'a ignoré, juste pour récupérer un peu de contrôle émotionnel. Court terme, soulagement, impression de reprendre la main. Long terme, perte de dignité, dépendance, baisse de valeur perçue, répétition d'un schéma. Une autre scène. Tu veux acheter quelque chose pour te sentir récompensé. Court terme, dopamine immédiate. Long terme, fuite, budget fragilisé, identité dépendante du confort. Le long terme n'est pas une morale, c'est une méthode. Et cette méthode se construit par une compétence simple, suivre la chaîne des conséquences. Tu prends une décision et tu déroules. Si je fais ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça rend plus probable demain, puis dans un mois, puis dans un an? Pas en mode anxieux, en mode lucide. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être orienté. Un autre outil, le compounding. Les gens parlent d'intérêts composés en finance. Ils oublient que tout se compose. La discipline se compose, l'apprentissage se compose, la réputation se compose, les mauvaises habitudes se composent, la mauvaise compagnie se compose. Tu ne sens pas la composition au début, tu la sens quand il est tard. C'est pour ça que le long terme est une arme. Il te force à respecter ce qui s'accumule, même quand ça n'a pas l'air spectaculaire. Une question rare, et elle peut rester en toi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui te coûte un futur, mais tu continues parce que ça apaise ton présent? Pas besoin d'une liste. Une seule chose suffit. Parce qu'une seule chose répétée suffit à changer une vie dans un sens ou dans l'autre. Le chapitre se termine sans conclusion, parce que la pensée long terme ne se valide pas par une idée. Elle se valide par un choix, un seul. Et tu vas le voir vite. Quand tu choisis le long terme, ton présent proteste. Il réclame, il veut la récompense maintenant. L'intelligence dangereuse, c'est d'entendre cette protestation sans lui obéir. Si tu veux un geste discret, fais-le dès cette semaine. Prends une décision que tu repousses, pas parce que tu ne sais pas quoi faire, parce que tu veux éviter l'inconfort. Une décision propre, une limite, une dépense, un plan, une conversation difficile. Fais-la. Puis observe ce que ça fait à ton esprit. Souvent, tu découvres que l'inconfort était le prix d'entrée de ta liberté. Et ce prix, une fois payé, te rend plus calme, plus stable, plus dangereux. Nous approchons maintenant de la fin de ce parcours. Mais avant de conclure, il y a des vérités qui méritent d'être posées plus lentement.
des vérités que l'on n'entend pas souvent parce qu'elles demandent un certain courage pour être regardées en face. La première vérité est celle-ci. Tout ce que tu as découvert dans ce livre audio, la lucidité, la maîtrise de l'ego, le placement, la lenteur stratégique, la clarté sociale, la discipline de la parole, la vision long terme, tout ça ne t'appartient vraiment que si tu l'habites sous pression. N'importe qui peut être lucide quand la vie est douce. N'importe qui peut être patient quand rien ne le provoque. N'importe qui peut se placer correctement quand personne ne le teste. La vraie mesure de ton intelligence dangereuse apparaît dans les moments de tension. Quand quelqu'un te pousse. Quand... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Quand une opportunité te séduit trop vite, quand une émotion veut parler à ta place, c'est là que tout se joue. Et c'est là que tu dois revenir à ce que tu as appris, pas comme une théorie, mais comme une posture incarnée. La deuxième vérité est plus inconfortable. La plupart des gens autour de toi ne veulent pas que tu changes. Pas parce qu'ils te veulent du mal, parce que ton changement dérange leur système. Si tu devenais moins réactif, certaines personnes perdent un levier. Si tu devenais plus sélectif, certaines relations perdent leur accès. Si tu devenais plus silencieux, certains environnements perdent leur emprise sur toi. Et face à ça, il y aura des résistances, des remarques, des tests déguisés en humour, des pressions habillées en conseils, des gens qui appellent ta lucidité de la froideur, qui appellent ton silence de l'arrogance, qui appellent tes limites de l'égoïsme. Tu dois savoir que ces réactions ne sont pas des preuves que tu as tort. Elles sont souvent des preuves que tu avances dans la bonne direction. La troisième vérité concerne la cohérence dans le temps. Il est facile d'appliquer ces principes pendant une semaine. Il est facile d'être discipliné quand on est inspiré. La difficulté réelle commence au 3e mois, au 6e mois,
quand la nouveauté est passée, quand le résultat tarde, quand les vieilles habitudes cherchent à reprendre leur place. C'est là que la majorité abandonne. Pas parce qu'ils ont compris que ça ne marche pas, parce que le confort de l'ancien système est plus fort que l'effort du nouveau. Et c'est précisément là que l'intelligence dangereuse se distingue définitivement. Elle ne s'appuie pas sur la motivation, elle s'appuie sur une décision renouvelée chaque jour. Une décision silencieuse, sans audience, sans applaudissements. La décision de rester aligné avec qui tu veux devenir. Il y a aussi une dimension que peu abordent dans les livres sur l'intelligence et la stratégie. La solitude partielle que crée la lucidité. Quand tu commences à voir les schémas, à lire les comportements, à distinguer ce qui est dit de ce qui est voulu, tu entres dans un espace un peu plus seul, pas isolé, mais sélectif. Tu peux moins te permettre des conversations superficielles qui t'épuisaient sans que tu le nommes. Tu peux moins tolérer les environnements qui exigent ta réactivité constante. Tu as moins de patience pour l'urgence artificielle, pour les drames construits autour de rien, pour les relations qui fonctionnent à sens unique. Et parfois, cette sélectivité ressemble à de la solitude. Mais ce n'en est pas, c'est de l'espace. Et cet espace est le terrain dans lequel les choses importantes peuvent enfin prendre racine. Les vraies décisions, les vraies relations, le vrai travail. Je veux aussi te parler de quelque chose que beaucoup d'esprits intelligents négligent, la gestion de leur propre énergie. L'intelligence dangereuse n'est pas illimitée. Elle nécessite un terrain physique, solide. Un esprit fatigué revient aux vieux réflexes. Un corps épuisé fait des erreurs de jugement que l'esprit lucide ne ferait jamais. Ce n'est pas un détail, c'est une condition. Si tu veux maintenir la qualité de ta pensée, tu dois protéger ton sommeil, tes moments de silence, tes espaces de récupération, avec la même rigueur que tu protèges tes objectifs. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Les meilleurs opèrent bien non pas parce qu'ils ne se reposent jamais, mais parce qu'ils savent quand récupérer pour pouvoir opérer au maximum quand ça compte vraiment. Une autre réalité que ce parcours amène tôt ou tard, la question de l'identité. Pendant longtemps, peut-être que tu t'es défini par ta réactivité, par ta disponibilité, par ta capacité à tout absorber sans te plaindre, par ton besoin d'être apprécié. Ces choses-là faisaient partie de ton identité, et changer, c'est aussi faire le deuil de cette identité-là, même si elle ne te servait pas, même si elle t'épuisait, parce que ce qui est familier a toujours une gravité. Changer son positionnement, c'est changer qui on est aux yeux des autres et aux siens. Ce deuil-là est réel. Il mérite d'être reconnu. Non pas pour t'y attarder, mais pour ne pas être surpris quand il se présente. La transformation intérieure a toujours un coût émotionnel. Et ce coût, accepté consciemment, devient lui-même une preuve de maturité. Il y a enfin une dernière chose que je veux te laisser. Pas comme une conclusion, comme une question permanente à porter. À quoi ressemble la vie d'une personne qui a vraiment intégré tout ce dont je t'ai parlé? Elle ne cherche plus à impressionner. Pas parce qu'elle est résignée, parce qu'elle a compris que l'impression est une distraction. Elle ne réagit plus à chaque signal. Pas parce qu'elle est froide, parce qu'elle a appris à distinguer ce qui mérite une réponse de ce qui cherche juste une réaction. Elle ne poursuit plus ce qui ne la cherche pas parce qu'elle s'est résignée à moins, parce qu'elle a construit quelque chose qui attire naturellement ce qui lui correspond. Elle ne parle plus pour se rassurer, pas parce qu'elle est devenue silencieuse par principe, parce qu'elle a découvert que les mots rares ont plus de poids que les mots abondants. Elle ne vit plus dans l'urgence du présent, pas parce qu'elle ne ressent plus, parce qu'elle a appris à traverser les émotions sans leur obéir. Cette personne n'est pas parfaite. Elle fait des erreurs. Elle a des jours où l'ego reprend la main, des jours où la réactivité gagne, des jours où le court terme crie plus fort. Mais la différence, c'est qu'elle revient. Elle revient à sa lucidité. Elle revient à sa discipline. Elle revient à ce qu'elle a décidé d'être. Pas dans le bruit, dans le silence de ses choix quotidiens. Et c'est cette capacité à revenir encore et encore qui constitue l'essence de l'intelligence dangereuse. Pas la perfection, la direction.
Tu as maintenant tous les outils. La lucidité comme point de départ, la gestion du bruit comme hygiène mentale, la lenteur stratégique comme arme invisible, la clarté sociale comme protection, l'avantage du placement comme levier, la maîtrise de l'ego comme liberté, la preuve par l'acte comme fondation du respect, la discipline de la parole comme capital, et la pensée long terme comme boussole permanente. Ce qui reste, ce n'est pas une idée de plus à comprendre, c'est un choix à faire, un seul, celui de commencer. Pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant, dans ta prochaine conversation, dans ta prochaine décision, dans ton prochain silence choisi. C'est là que tout commence, et c'est là que tout change. Merci d'avoir écouté ce livre audio présenté par Succès Livre Audio. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, abonne-toi, partage-le et laisse un commentaire pour que d'autres puissent grandir eux aussi. À très bientôt pour de nouveaux livres audio qui transforment des vies. Tu as traversé 9 chapitres qui ont posé les fondations d'une intelligence différente. Pas celle qui se vante, pas celle qui cherche à être vue, celle qui construit en silence, qui observe avant d'agir, qui choisit avant de répondre. Mais avant de refermer ce parcours, il reste des vérités à poser. Des vérités que les livres sur l'intelligence évitent souvent parce qu'elles demandent un certain courage pour être regardées en face. Et ces vérités-là, si tu les intègres vraiment, vont changer non seulement comment tu penses, mais comment tu vis. La première vérité est celle-ci. Tout ce que tu as découvert dans ce livre audio ne t'appartient vraiment que si tu l'habites sous pression. N'importe qui peut être lucide quand la vie est douce. N'importe qui peut être patient quand rien ne le provoque. N'importe qui peut se placer correctement quand personne ne le teste. La vraie mesure de ton intelligence dangereuse apparaît dans les moments de tension. Quand quelqu'un te pousse, quand une opportunité te séduit trop vite, quand une émotion veut parler à ta place, c'est là que tout se joue. Et c'est là que tu dois revenir à ce que tu as appris. Pas comme une théorie, comme une posture incarnée. Pense à la dernière fois que tu as été déstabilisé. Pas dans une grande crise, dans un moment ordinaire. Un message mal interprété, une remarque qui a piqué, une décision prise trop vite sous la pression d'une attente. Dans ces instants-là, tous les principes que tu as pu comprendre intellectuellement s'évaporent si tu ne les as pas pratiqués. L'intelligence dangereuse n'est pas une connaissance, c'est un entraînement. Et l'entraînement se fait dans le quotidien, dans les petites provocations, dans les micro-tests que la vie t'envoie chaque jour sans prévenir. C'est pourquoi la pratique prime sur la compréhension. Tu peux avoir lu tous les livres sur la maîtrise de soi et te faire emporter par une émotion en 30 secondes si tu n'as pas entraîné ta pause. Tu peux comprendre parfaitement le concept du placement et continuer à te placer trop bas si tu n'as pas pratiqué le non, si tu n'as pas répété le « je reviens vers toi », si tu n'as pas expérimenté le silence après une provocation. La compréhension ouvre une porte. La pratique te fait traverser. Et traverser, c'est là où ta vie change réellement. La deuxième vérité est plus inconfortable. La plupart des gens autour de toi ne veulent pas que tu changes. Pas parce qu'ils te veulent du mal, parce que ton changement dérange leur système. Si tu deviens moins réactif, certaines personnes perdent un levier. Si tu deviens plus sélectif, certaines relations perdent leur accès gratuit. Si tu deviens plus silencieux, certains environnements perdent leur emprise sur toi. Et face à ça, il y aura des résistances. Des remarques habillées en humour, des pressions déguisées en conseils bienveillants, des gens qui appellent ta lucidité de la froideur, qui appellent ton silence de l'arrogance, qui appellent tes limites de l'égoïsme. Tu dois savoir que ces réactions ne sont pas des preuves que tu as tort. Elles sont souvent des preuves que tu avances dans la bonne direction. Quand tu changes ton placement, le système autour de toi réagit. Toujours. Parce que le système était construit sur ta manière ancienne de fonctionner. Ta disponibilité, ta réactivité, ton besoin d'approbation étaient des ressources pour d'autres. Quand tu retires ces ressources, ceux qui en dépendaient protestent. Certains s'adaptent, d'autres s'éloignent. Et dans cet éloignement, même s'il est douloureux sur le moment,
tu trouves quelque chose de précieux, la clarté. La clarté sur qui était vraiment là pour toi et qui était là pour ce que tu leur offrais. Ne confonds pas cette clarté avec du cynisme. Il ne s'agit pas de voir le mal partout, ni de suspecter chaque relation. Il s'agit de voir avec précision, de distinguer les liens qui reposent sur la réciprocité de ceux qui reposent sur l'extraction, de distinguer les personnes qui restent quand tu poses des limites de celles qui disparaissent dès que tu cesses de tout donner. Cette distinction est l'une des plus libératrices que tu puisses faire, pas parce qu'elle te rend plus fort en apparence, parce qu'elle t'allège profondément. La troisième vérité concerne la cohérence dans le temps. Il est facile d'appliquer ces principes pendant une semaine. Il est facile d'être discipliné quand on est inspiré, quand le livre audio est encore frais dans l'esprit, quand l'énergie du changement est là. La difficulté réelle commence au 3e mois, au 6e mois, quand la nouveauté est passée, quand le résultat tarde encore à se voir clairement, quand les vieilles habitudes cherchent à reprendre leur place avec une insistance tranquille et familière. C'est là que la majorité abandonne. Pas parce qu'ils ont compris que ça ne fonctionne pas, parce que le confort de l'ancien système est plus fort que l'effort du nouveau. Et c'est précisément là que l'intelligence dangereuse se distingue définitivement. Elle ne s'appuie pas sur la motivation du moment, elle s'appuie sur une décision renouvelée chaque jour. Une décision silencieuse, sans audience, sans applaudissements. La décision de rester aligné avec qui tu veux devenir, même quand personne ne voit l'effort, même quand les résultats sont encore invisibles, même quand une partie de toi voudrait retrouver la facilité de l'ancien mode. Il y a dans cette constance une dignité particulière, celle de quelqu'un qui ne fait pas les choses pour être vu les faire, qui ne change pas pour montrer qu'il change, qui avance parce qu'il a décidé d'avancer. Cette dignité ne crie pas, elle ne se vante pas, mais elle se ressent, dans la façon dont tu portes tes décisions, dans la façon dont tu gères l'échec sans t'effondrer, dans la façon dont tu reviens à ta ligne après une déviation. C'est ça la signature d'un esprit réellement transformé. Il y a aussi une dimension que peu abordent dans les livres sur l'intelligence et la stratégie. La solitude partielle que crée la lucidité. Quand tu commences à voir les schémas, à lire les comportements, à distinguer ce qui est dit de ce qui est voulu, tu entres dans un espace légèrement différent. Pas isolé, mais sélectif. Tu peux moins te permettre les conversations qui tournent en rond sans jamais rien produire. Tu peux moins tolérer les environnements qui exigent ta réactivité constante. Tu as moins de patience pour l'urgence artificielle, pour les drames construits autour de rien, pour les relations qui fonctionnent à sens unique. Et parfois, cette sélectivité ressemble à de la solitude. Mais ce n'en est pas, c'est de l'espace. Un espace que tu as créé en retirant ce qui le remplissait inutilement. Et cet espace est le terrain dans lequel les choses importantes peuvent enfin prendre racine. Les vraies décisions, les vraies relations, le vrai travail, les projets qui méritent ton énergie, les personnes qui méritent ta présence. L'espace n'est pas le vide, c'est la condition de la croissance. Je veux aussi te parler de quelque chose que beaucoup d'esprits intelligents négligent, la gestion de leur propre énergie. L'intelligence dangereuse n'est pas illimitée. Elle nécessite un terrain physique et mental solide. Un esprit fatigué revient aux vieux réflexes. Un corps épuisé fait des erreurs de jugement que l'esprit lucide ne ferait jamais. Ce n'est pas un détail, c'est une condition fondamentale. Si tu veux maintenir la qualité de ta pensée, tu dois protéger ton sommeil, tes moments de silence, tes espaces de récupération. Avec la même rigueur que tu protèges tes objectifs professionnels ou relationnels. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Les esprits qui durent, ceux qui construisent sur le long terme sans s'effondrer, ont compris que la performance mentale dépend directement de la récupération physique. Ils ne se reposent pas parce qu'ils sont faibles. Ils se reposent pour pouvoir opérer au maximum quand ça compte vraiment. Dans notre époque qui valorise la suractivité,
Le fait d'être toujours disponible, toujours en train de faire, toujours en train de produire, le repos est devenu presque subversif. Mais les esprits vraiment dangereux ont appris à résister à cette pression. Ils savent que 5 heures de travail dans un état de pleine lucidité valent infiniment plus que 12 heures dans un état de brume mentale. Ils protègent leur énergie non pas pour en faire moins, mais pour en faire mieux. Et ce mieux, sur le long terme, produit des résultats que la suractivité épuisée ne produira jamais. Une autre réalité que ce parcours amène tôt ou tard, la question de l'identité. Pendant longtemps, peut-être que tu t'es défini par ta réactivité, ta disponibilité, par ta capacité à tout absorber sans te plaindre, par ton besoin d'être apprécié, par ta tendance à expliquer, à te justifier, à rendre service même quand ce service te coûtait. Ces choses-là faisaient partie de ton identité, et changer, c'est aussi faire le deuil de cette identité-là. Même si elle ne te servait pas, même si elle t'épuisait, parce que ce qui est familier a toujours une gravité, une attraction silencieuse vers ce qu'on connaît, même quand ce qu'on connaît nous fait du mal. Changer son positionnement, c'est changer qui on est aux yeux des autres, et parfois, c'est changer qui on est à ses propres yeux. Ce deuil est réel, il mérite d'être reconnu, non pas pour t'y attarder, mais pour ne pas être surpris quand il se présente sous forme d'hésitation, de culpabilité, d'envie de revenir à l'ancienne façon de faire. La transformation intérieure a toujours un coût émotionnel, et ce coût, accepté consciemment, devient lui-même une preuve de maturité. Tu ne fuis pas l'inconfort du changement, tu le traverses, et en le traversant, tu construis quelque chose d'indestructible. Parlons aussi de l'humilité dans tout ça. L'intelligence dangereuse n'est pas de l'arrogance stratégique. Ce n'est pas une manière de se croire au-dessus des autres. C'est une manière de se connaître soi-même assez bien pour ne plus se laisser gouverner par ses propres failles. L'ego dont on a parlé dans ce livre audio n'est pas l'ennemi à détruire. C'est un mécanisme à comprendre, à reconnaître, à maîtriser. Pas pour devenir froid ou calculateur, pour devenir libre. Libre de réagir avec intention plutôt qu'avec impulsion. Libre de choisir comment tu te présentes dans le monde plutôt que d'être présenté par tes peurs. L'humilité dans ce contexte signifie reconnaître que tu ne seras jamais parfaitement lucide, que tu auras des jours où l'ego reprend la main, où la réactivité gagne, où le court terme crie plus fort que le long terme. Ces jours-là ne sont pas des échecs, ce sont des informations. Ils te montrent où l'entraînement doit continuer. Ils te rappellent que la maîtrise n'est pas un état permanent qu'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne. Et cette pratique ne finit jamais vraiment. Ce qui change avec le temps, c'est ta capacité à revenir plus vite, à reconnaître le schéma plus tôt, à corriger sans te punir. Je veux te parler d'un autre aspect souvent ignoré, la question de l'environnement et de son influence sur ton intelligence. Tu peux avoir toutes les compétences mentales du monde. Si ton environnement quotidien exige constamment la réactivité, si tes relations proches fonctionnent sur l'urgence permanente, si tes habitudes numériques te plongent dans un flux ininterrompu de stimulation, ton intelligence dangereuse sera constamment sabotée. Pas par les autres, par le contexte que tu n'as pas encore choisi de changer. L'environnement n'est pas neutre, il programme. Il crée des attentes implicites auxquelles tu te conformes sans t'en rendre compte. Un environnement bruyant produit un esprit bruyant. Un environnement urgent produit une pensée urgente. Un environnement qui récompense la réactivité va à l'encontre de tout ce que tu essaies de construire. C'est pourquoi changer ne se résume pas à changer ses pensées. Ça passe aussi par changer ses espaces, ses habitudes numériques, la façon dont on structure ses journées, les gens qu'on fréquente avec régularité. Ce n'est pas une révolution overnight, c'est un ajustement progressif, un cran à la fois, exactement comme tout ce dont on a parlé dans ce livre audio. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de comprendre que tu n'es pas condamné à tes réflexes actuels. Le cerveau est plastique. Il se reconfigure en fonction de ce qu'on lui demande régulièrement. Si tu lui demandes régulièrement de ralentir, avant de répondre, il apprend à ralentir.
Si tu lui demandes régulièrement de distinguer l'urgence réelle de l'urgence artificielle, il développe cette capacité. Si tu lui demandes régulièrement de voir les conséquences à long terme avant de décider, il commence à le faire naturellement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Et c'est une des nouvelles les plus encourageantes que la science nous a données ces dernières décennies. Tu peux te construire autrement, à n'importe quel âge, à n'importe quelle étape de ta vie. La condition, c'est la répétition intentionnelle. Je veux aussi nommer quelque chose que ce parcours révèle souvent chez ceux qui le prennent au sérieux. Une forme de fatigue initiale. Parce que devenir plus lucide, c'est aussi voir plus clairement des choses qu'on préférait ne pas voir. Des dynamiques dans tes relations qui ne sont pas équilibrées. Des habitudes qui te coûtent plus qu'elles ne t'apportent. Des peurs qui guident certaines de tes décisions depuis des années sans que tu les aies jamais nommées. Voir tout ça peut être épuisant au début, ça peut même décourager. Tu te demandes si c'était plus simple avant, quand tu ne voyais pas tout ça. Mais cette fatigue initiale est un signe que quelque chose se déplace en toi, que des illusions tombent. Et les illusions qui tombent, même si ça fait mal sur le moment, libèrent une énergie considérable. L'énergie que tu dépensais à maintenir ces illusions, à expliquer ce qui n'avait pas d'explication acceptable, à espérer que les choses changent sans rien changer toi-même. Cette énergie libérée devient disponible pour autre chose, pour construire, pour choisir, pour avancer avec une clarté que tu n'avais pas avant. Pense maintenant à qui tu veux être dans un an. Pas dans les grandes lignes abstraites, concrètement, dans la façon dont tu gères une conversation difficile, dans la façon dont tu réponds à une pression artificielle, dans la façon dont tu te positionnes face à une opportunité, dans la façon dont tu choisis avec qui tu passes ton temps, dans la façon dont tu protèges ton énergie, dans la façon dont tu tiens tes engagements envers toi-même, même quand personne ne regarde. Cette personne que tu vois dans un an, elle n'est pas un fantasme. Elle est la somme des choix que tu vas faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochains jours, et même dans la prochaine heure. Ce livre audio n'est pas une destination, c'est un point de départ. Un point de départ vers une manière de penser qui ne te rend pas seulement plus efficace, qui te rend plus libre. Libre de tes réflexes, libre de tes peurs, libre des attentes des autres, libre de la tyrannie du moment présent quand il crie trop fort. Cette liberté ne se donne pas, elle se gagne. Choix après choix, silence après silence, décision après décision. Il y a une dernière chose que je veux te laisser, pas comme une conclusion définitive, comme une question permanente à porter dans ta vie quotidienne. À quoi ressemble la journée d'une personne qui a vraiment intégré tout ce dont on a parlé ici? Elle ne cherche plus à impressionner, pas parce qu'elle est résignée, parce qu'elle a compris que l'impression est une distraction qui coûte de l'énergie sans rien construire de solide. Elle ne réagit plus à chaque signal, pas parce qu'elle est froide, parce qu'elle a appris à distinguer ce qui mérite une réponse de ce qui cherche juste une réaction. Elle ne poursuit plus ce qui ne la cherche pas parce qu'elle s'est résignée à moins, parce qu'elle a construit quelque chose qui attire naturellement ce qui lui correspond. Elle ne parle plus pour se rassurer, pas parce qu'elle est devenue silencieuse par principe, parce qu'elle a découvert que les mots rares ont plus de poids que les mots abondants. Elle ne vit plus dans l'urgence du présent, pas parce qu'elle ne ressent plus rien, parce qu'elle a appris à traverser les émotions sans leur obéir. Elle sait qu'une émotion est une information, elle l'écoute, elle ne la laisse pas décider. Cette personne n'est pas parfaite, elle fait des erreurs. Elle a des jours où l'ego reprend la main, des jours où la réactivité gagne, des jours où le court terme crie plus fort. Mais la différence, c'est qu'elle revient. Elle revient à sa lucidité, elle revient à sa discipline, elle revient à ce qu'elle a décidé d'être, pas dans le bruit, dans le silence de ses choix quotidiens. Et c'est cette capacité à revenir encore et encore, sans se juger trop sévèrement, sans abandonner, qui constitue l'essence même de l'intelligence dangereuse. Pas la perfection, la direction.
pas l'arrivée. Le chemin choisi consciemment chaque jour. Tu as maintenant tous les outils. La lucidité comme point de départ. La discipline de la pause comme premier réflexe. La gestion du bruit, hygiène mentale. La lenteur stratégique comme arme invisible. La clarté sociale comme protection contre la manipulation. L'avantage du placement comme levier de valeur. La maîtrise de l'ego comme chemin vers la liberté intérieure. La preuve par l'acte comme fondation du respect véritable. La discipline de la parole comme capital rare. Et la pensée long terme comme boussole permanente dans un monde qui pousse à réagir à court terme. Ce qui reste maintenant n'est pas une idée de plus à comprendre. C'est un engagement à faire, avec toi-même. Un engagement silencieux, sans audience, sans validation extérieure. L'engagement de choisir, à chaque moment où c'est possible, la réponse intelligente plutôt que la réaction impulsive. La patience plutôt que la précipitation. La clarté plutôt que le bruit. Le long terme plutôt que le soulagement immédiat. La preuve plutôt que la promesse. Le silence utile plutôt que la parole creuse. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours possible. Et chaque fois que tu fais ce choix, même imparfaitement, tu construis quelque chose. Quelque chose qui ne se voit pas immédiatement. Quelque chose qui ne fait pas de bruit. Mais quelque chose qui, avec le temps, change tout. Ta façon de penser, ta façon de te positionner, ta façon d'être perçu, ta façon de te percevoir toi-même et finalement, la direction de ta vie entière. Commence maintenant, pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand les conditions seront parfaites, maintenant. Dans ta prochaine conversation, dans ta prochaine décision, dans ton prochain silence choisi, dans ta prochaine résistance à l'urgence. C'est là que tout commence. Et c'est là que tout change. Merci d'avoir écouté ce livre audio dans son intégralité sur Succès Livre Audio. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin et laisse un commentaire pour que d'autres puissent grandir eux aussi. À très bientôt pour de nouveaux livres audio qui transforment des vies.